Le pouvoir dirigé par Abdelmadjid Tebboune vient de franchir un cap inédit en exposant officiellement l'Algérie à une procédure judiciaire. Le pouvoir dirigé par Abdelmadjid Tebboune vient de franchir un cap inédit en exposant officiellement l'Algérie à une procédure judiciaire pour terrorisme d'État, actuellement traitée par le parquet national antiterroriste, cette institution clé et redoutée de la justice française, chargée des dossiers les plus sensibles liés au terrorisme, notamment ceux où des États étrangers apparaissent en toile de fond ou comme acteurs directs. Et cette fois-ci, il ne s'agit ni de rumeurs médiatiques, ni de déclarations politiques, ni de polémiques alimentées par des cercles accusés d'algérophobie ou proches de l'extrême droite, mais bien d'un cadre judiciaire officiel où les faits sont examinés avec rigueur, loin de toute spéculation ou agitation médiatique. Cette fois-ci, il s'agit d'un juge et pas de n'importe lequel. Il s'agit de M. Olivier Christen, procureur national antiterroriste. Mesdames et messieurs, en effet, c'est bien Olivier Christen qui, hier le 3 avril, en sa qualité de procureur national antiterroriste, c'est-à-dire le principal responsable du parquet national antiterroriste, a reconnu ouvertement lors d'une déclaration médiatique et publique qu'il existe actuellement 8 procédures pour terrorisme d'État en cours d'instruction au sein du PNAT, le parquet national antiterroriste, et que ces 8 procédures concernent l'Iran, la Russie et l'Algérie. L'Iran, la Russie et l'Algérie. L'Algérie, malheureusement, pour la première fois de son histoire, pour la première fois depuis son indépendance, voit son État, ses autorités, officiellement désignés comme acteurs principaux dans une affaire de terrorisme d'État. Qu'est-ce que le terrorisme d'État ? Le procureur national antiterroriste français, Olivier Christen, sur lequel nous reviendrons, explique clairement, par exemple, que ces États étrangers ne ciblent pas directement la population française. Voici ce qu'il déclare. Je cite, lors de son intervention diffusée sur France Info, une chaîne d'information en continu relevant du service public. Il ne s'agit ni de BFM ni de CNews, appartenant au groupe Bolloré, mais bien d'une chaîne publique d'information. Olivier Christen, procureur national antiterroriste, affirme précisément qu'il s'agit plutôt de pays étrangers qui ne vont pas nécessairement mener des actions directement contre la population française, mais davantage contre leurs opposants présents sur le territoire français. La seule qui s'inscrit davantage contre la population française, c'est l'Iran, puisqu'il cible une partie de la communauté française qui symbolise à ses yeux ses ennemis, notamment la communauté israélite. Donc Olivier Christen explique que, mis à part l'Iran qui tente de perpétrer sur le sol français des actions terroristes susceptibles d'impacter ou de toucher des populations françaises ou des ressortissants français, l'Algérie et la Russie, sont impliqués dans des actions visant directement les opposants algériens et les opposants russes établis sur le territoire français. Et cette fois-ci, je pense qu'il s'agit d'un cas extrêmement grave. La déclaration du procureur national antiterroriste français est sans précédent et marque une rupture définitive dans les relations entre l'Algérie et la communauté internationale, puisqu'il s'agit de la première fois qu'un juge issu d'une grande juridiction nationale d'un grand pays comme la France, partenaire de l'Algérie, et pays abritant la plus importante communauté algérienne à l'étranger, associe l'Algérie à une affaire de terrorisme d'État. Quand on parle de l'Algérie, bien entendu, on ne désigne pas le peuple algérien, ni les Algériens et les Algériennes, ni les migrants algériens, ni les citoyens ordinaires, ni vous, ni nous, mais bien les dirigeants algériens, autrement dit l'État algérien. Il faut comprendre que le terrorisme d'État constitue à la fois une notion juridique et politique. Sur le plan juridique, en effet, cette notion est employée notamment par des juridictions comme le parquet national antiterroriste, mais elle ne correspond pas à une infraction explicitement définie dans un article de loi.
Le code pénal français, à l'article 420, est un -1 et suivant, définit les actes de terrorisme de manière générale, sans distinguer l'auteur qu'il s'agisse d'un État, d'une organisation gouvernementale ou d'une organisation terroriste privée. Les actes de terrorisme sont définis comme suit. Constituent des actes de terrorisme les infractions de droit commun telles que le meurtre, la tentative d'homicide, la destruction, l'extorsion ou les infractions liées aux armes lorsqu'elles sont commises intentionnellement en lien avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour objectif de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Voilà ce qu'est le terrorisme en France. Je répète, selon la législation française, les actes de terrorisme sont des infractions de droit commun comme le meurtre, etc., la tentative d'homicide, lorsqu'elles sont commises intentionnellement dans le cadre d'une entreprise individuelle ou collective, visant à perturber gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. La différence entre un meurtre en France et un acte terroriste, c'est qu'un acte terroriste a pour intention de menacer la sécurité du pays, de porter atteinte à l'ordre public d'un pays. Un meurtre, tu peux tuer un individu, cela n'aura d'impact que sur ses proches, sa famille, sa petite communauté ou sur la ville où il habite. Mais un acte terroriste, lui, a un impact national. Et lorsqu'un État étranger s'ingère dans les affaires politiques internes, viole la souveraineté nationale d'un pays comme la France et organise ou lance des opérations de barbouzerie, c'est-à-dire en recourant à des gangsters ou à des hommes armés pour s'attaquer à des opposants ou à des adversaires vivant en France, là il s'agit d'un acte de terrorisme. Pourquoi on parle de terrorisme selon le parquet national antiterroriste lorsqu'il existe des opérations orchestrées ou soutenues par des services étatiques étrangers, comme dans le cas de la Russie, de l'Algérie et de l'Iran, visant des opposants en exil, des communautés ou des intérêts sur le sol français, ou encore lorsqu'il est fait usage d'exécutants locaux, parfois issus de la criminalité, organiser des gangsters, etc., ou des tueurs à gages recrutés en ligne avec pour objectif d'intimider ou de faire pression sur des opposants, des centres ou des personnalités politiques ou publiques hostiles au régime algérien, par exemple, ou au régime russe. Donc dans l'entretien de Olivier Christen, qui date d'hier 3 avril 2026, les procédures actuellement en cours sont qualifiés de terrorisme d'État parce qu'il existe un État commanditaire derrière ces opérations ayant visé des opposants ou des personnalités publiques vivant sur le sol français. C'est pour cette raison que l'on parle de terrorisme d'État, puisqu'il existe un État commanditaire et c'est donc la première fois que nous avons un juge responsable d'une grande juridiction française qui évoque officiellement le terrorisme d'État en désignant ouvertement l'Algérie. À quoi fait référence Olivier Christen? Je pense que beaucoup l'ont compris, ce n'est pas une révélation et je pense que vous l'avez tous compris. Il s'agit de l'affaire des aides. Olivier Christen, au sein du parquet national antiterroriste, est celui qui a enquêté et pris en charge l'affaire des aides depuis la fin de l'année 2024. Lorsque l'affaire des aides a débuté, à la fin du mois d'avril 2024, elle était traitée par le tribunal judiciaire de Créteil. Ensuite, lorsque les services de sécurité français, notamment la Direction générale de la sécurité intérieure, ont établi preuve à l'appui l'implication de plusieurs officiers des services secrets algériens sur le territoire français, y compris des officiers disposant d'un statut diplomatique, comme le vice-consul d'Algérie à Créteil, le responsable du service des visas du consulat d'Algérie à Créteil, ou encore le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France. Et étant donné que l'implication de ces officiels a été documentée, le tribunal judiciaire de Créteil s'est dessaisi du dossier, lequel a été transféré au parquet national antiterroriste. Ce n'est plus un acte criminel.
Le kidnapping de MLDZ n'est pas un acte criminel. Il ne s'agit pas d'une opération criminelle classique de droit commun. Il s'agit d'un acte terroriste, d'un acte de terrorisme. Pourquoi la qualification d'entreprise terroriste a-t-elle été retenue par le parquet national antiterroriste? C'est précisément pour cela que le parquet national antiterroriste est chargé de cette enquête parce qu'il existe en arrière-plan l'implication d'un État étranger. Si un DZ avait été kidnappé par des particuliers et gangsters de droit commun, il s'agirait d'une affaire classique de criminalité, d'un crime crapuleux. Le tribunal judiciaire de Créteil de Nanterre ou d'une autre juridiction de la banlieue parisienne aurait pu traiter l'affaire. Mais dès lors qu'il y a des officiers algériens impliqués, que ces gangsters ont été rémunérés, recrutés, encadrés, et que le crime a été commandité par des officiels. Il faut comprendre que travailler pour le consulat d'Algérie à Créteil ou pour l'ambassade d'Algérie à Paris signifie être un officiel représentant un État. Cela devient donc un acte de terrorisme puisqu'un État a violé la souveraineté nationale de la France et permis de lancer une opération de kidnapping, d'enlèvement, de séquestration, avec pour objectif de tuer ou de nuire, quoi qu'il arrive, à Monsieur DZ. On ne l'a pas kidnappé pour le chatouiller, pour le caresser ou pour lui adresser des mots d'amour. Nous savons tous quel était le but de cette opération. C'est donc pour cela que l'on parle de terrorisme d'État. L'État algérien, le régime algérien, est officiellement accusé d'avoir eu recours à une procédure, d'avoir mobilisé des gangsters, des délinquants, d'avoir rémunéré des hommes de main pour attaquer ses opposants sur le sol français pour les enlever, les kidnapper et ainsi les neutraliser. Il s'agit donc de recourir à des réseaux d'agents criminels, d'intermédiaires criminels, afin de s'en prendre directement à un opposant, à une personnalité algérienne vivant en France. L'objectif n'était pas de commettre un attentat terroriste sur le sol français. L'objectif n'était pas de tuer des Françaises et des Français, mais bien de s'en prendre à une personne vivant en France par l'intermédiaire de gangsters et de délinquants. Il s'agit donc de terrorisme d'État. C'est un acte de violence et de terreur organisé, commandité directement par un État étranger. Et c'est bien du terrorisme. Cela signifie que la France est exposée à une ingérence, à une infiltration de services secrets étrangers et qu'elle est de ce fait fragilisée dans sa sécurité nationale. Elle est menacée et atteinte. C'est pour cela que l'on parle de terrorisme d'État. Et ce n'est pas encore une fois la déclaration d'hier, le 3 avril 2026, qui est particulièrement inédite. Pourquoi est-elle particulièrement inédite ? Parce que habituellement, dans l'affaire ce sont des responsables politiques, comme Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, qui accuse gravement les services secrets algériens, les autorités algériennes, ou bien des journaux comme le Journal du Dimanche, ou encore des journalistes d'investigation comme Mohamed Sifawi, ou des organes médiatiques, ou Le Quotidien, Le Monde, ou des sources anonymes proches de la justice française, citées par Le Monde et l'agence France Presse, mais jamais une autorité officielle française n'avait désigné l'Algérie en tant qu'État, non pas en tant que peuple, mais en tant que régime, comme partie suspectée et accusée de terrorisme, d'actes de terrorisme commis sur le sol français. C'est une première, je dis bien c'est une première. C'est la première fois que cela arrive et c'est inédit, c'est exceptionnel et c'est très grave. C'est très grave. Cela signifie que si le procureur national antiterroriste Olivier Christen a eu l'audace de faire une telle déclaration, c'est qu'il existe des preuves. Ce sont des preuves matérielles. Cela, ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas un responsable politique, c'est un juge. Le juge ne s'exprime pas avec des sentiments, il ne s'exprime pas avec des intuitions ou des émotions, il s'exprime avec des preuves, avec des faits, avec des éléments matériels. Il n'est pas là pour faire de l'idéologie, etc. Il n'a pas cité Abdelmadjid Tebboune,
Il n'a pas cité une institution officielle, il a cité l'Algérie en tant qu'État. Or, dans l'affaire des... Nous le comprenons, nous le savons désormais. Il existe toute une documentation, plusieurs éléments de preuve ont été décrits. Non pas rendus publics, mais décrits. Toutes les pistes mènent vers des officiers algériens liés au cœur du pouvoir algérien. C'est très grave. Abdelmadjid Tebboune a entraîné l'Algérie. Quand je dis Abdelmadjid, je parle du président de la République. Maintenant, on peut vous dire, mais Abdelmadjid Tebboune, il n'existe aucune preuve de son implication. D'accord, imaginons qu'il existe uniquement des preuves contre certains responsables vérifiés des services secrets algériens. Mais les services algériens dépendent de qui? Le chef de l'État et le commandant des forces armées. Il est le premier magistrat. Il ne pouvait pas ignorer qu'une telle opération allait être lancée sur le sol français sans son accord. D'accord. Partons du principe qu'on ne lui a pas demandé son autorisation, qu'il n'a pas donné son aval et qu'il a été trahi par son entourage. Qu'est-ce qui l'empêcherait dans ce cas d'ouvrir une enquête en Algérie si tel était le cas? Si Abdelmadjid Tebboune est réellement innocent dans l'affaire des aides, rien ne l'empêche d'ordonner une enquête, de demander à la justice d'en ouvrir une, d'interroger les responsables de l'époque. Jabar, le colonel Moad, numéro 2, des services secrets de l'ancien renseignement extérieur Fatih Moussaoui, qui était directeur du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie en France. Ils auraient pu être interrogés par la justice algérienne s'il s'agissait réellement d'un comportement isolé de quelques agents de brebis galeuses ayant voulu faire preuve d'un excès de zèle et ayant entrepris cette démarche, ce projet malveillant de kidnapper ou de tuer ou de neutraliser Monsieur des Aides de leur propre initiative. Nous l'aurions su. Nous l'aurions su. Et puis cette opération, elle est complexe, elle est sophistiquée, elle nécessite des financements importants. Un général ou un colonel à lui seul ne peut pas, de manière isolée, décider de tout en Algérie. Personne. Vous voyez, je n'imagine pas Miana Djebar ou Fatih Moussaoui ou le colonel Moad ou je ne sais qui, parce qu'aujourd'hui, dans l'affaire des pions, on tente de nous faire croire qu'il s'agit de généraux ou de petits colonels, carriéristes, etc. Ce n'est pas vrai. Une telle opération n'aurait jamais pu être commanditée sans l'aval d'un haut responsable de la présidence algérienne. Aucun général algérien, aucun colonel, aucun petit officier. Autrement dit, Smail Ur, qui est emprisonné depuis avril 2025 ou Oussadine B. Le lieutenant-colonel vice-consul Salah Eddin S. Officiers des services secrets auraient risqué leur carrière, leur vie, et auraient entrepris le projet de kidnapper, d'enlever, de séquestrer Monsieur des aides. Ainsi, en se fondant sur une simple initiative personnelle, en se disant, voilà, nous allons prouver que nous sommes compétents, que nous méritons notre place, que nous sommes de grands mafieux. Nous allons leur ramener aussi Monsieur des aides. Et ainsi, nous serons bien récompensés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a une implication officielle, et c'est très grave. Il y a eu des précédents, comme le cas de Ali Messili, on en parle, ce n'est pas la première fois que les autorités algériennes ont été soupçonnées, etc. dans des crimes, et ce n'est pas la première affaire de ce type dans l'histoire. Sauf que dans les affaires précédentes, comme celle d'Ali Messili, par exemple, grand militant et leader du FFS assassiné en 1987 vers 22h35, abattu de 3 balles dans la tête. Dans cette affaire, son exécutant, l'État algérien, avait été suspecté, etc. Il y a eu une longue procédure judiciaire qui s'est soldée par un échec, etc., etc. Et ainsi, l'affaire Messili a porté un préjudice considérable à la crédibilité du régime Tebboune à l'État algérien. Nous ferons peut-être une émission sur l'affaire Ali Messili afin de la comparer avec l'affaire des DZ. Mais Abdelmadjid Tebboune, mis à part cela, pendant très longtemps, l'État algérien a bénéficié d'une bonne image, d'une image relativement propre, parce qu'à l'époque, c'était avant l'ère de Abdelaziz Bouteflika.
Durant la période de Abdelaziz Bouteflika, l'État algérien se maîtrisait, il y avait des opérations de pression, des formes de harcèlement du lobbying, on tentait d'acheter le silence des opposants, de les convaincre, de les intimider de manière mesurée, ou d'utiliser certains procédés à la limite de la violence. Mais jamais la ligne rouge n'avait été franchie. À l'époque du régime de Abdelaziz Bouteflika, puis à celle de Abdelmadjid Tebboune, cette ligne rouge a été franchie. Il y a également l'affaire Amira Bouraoui, toujours en cours en Espagne, dont l'issue demeure incertaine, ainsi que l'affaire me concernant lorsque j'ai été agressé en août 2023. La justice française a démontré que cette affaire est directement liée à des enjeux politiques en Algérie, à des acteurs politiques algériens, et que l'ombre du régime algérien plane sur cette agression. Ainsi, de 2022 à 2024, on observe une succession de scandales et d'affaires, de comportements et d'attitudes criminelles, de dérives criminelles, impliquant directement le régime Tebboune. Oui, le régime algérien n'a jamais été irréprochable. Le régime algérien n'a jamais été parfaitement vertueux. Oui, depuis les années 90 et les pratiques liées à la guerre sale ainsi que les dérives de la lutte contre le terrorisme, il a toujours été associé à des abus, à des violations des droits de l'homme, à des opérations de barbouzerie. Mais malgré cela, durant les 20 années de l'ère de Abdelaziz Bouteflika, cette image d'un régime criminel, d'un régime de voyous, d'un appareil de police politique clandestin, a commencé à s'estomper. Elle a même quasiment disparu lors des 2 derniers mandats de Abdelaziz Bouteflika. L'Algérie était devenue un pays où il était possible d'exprimer des critiques. Il existait une opposition à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Il y avait des interactions avec les opposants. Il existait des méthodes de gestion des oppositions. Il y avait des procédures de conciliation. Il y avait des compromis. Et cette image, dont l'État algérien avait profondément souffert, notamment à travers la question fondamentale, est-ce que tous les crimes de la décennie noire ont été commis par des groupes islamistes? Puis n'y a-t-il pas eu également des crimes perpétrés par des institutions officielles de l'État algérien? À l'époque de Abdelaziz Bouteflika, un travail immense avait été accompli en matière de remise en question et de renouvellement des méthodes de gestion des mouvements politiques subversifs ou des mouvements d'opposition et de nouveaux responsables des services secrets algériens avaient accepté de changer de pratique, renonçant aux méthodes de barbouzerie pour privilégier davantage le lobbying et la dissuasion diplomatique avec des approches de séduction, etc. Mais, à l'époque actuelle, nous assistons à une succession de séquences d'une violence inouïe, à une succession de séquences d'une barbarie inouïe. Des séquences extrêmement dangereuses. Des séquences extrêmement dangereuses. Abdelmadjid Tebboune doit désormais s'expliquer. Il s'agit désormais d'un juge. Il s'agit d'un juge et non d'un responsable politique. Auparavant, chaque fois que l'affaire des aides connaissait une évolution, le ministère algérien des Affaires étrangères réagissait en convoquant le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger et en rejetant d'un revers de main les accusations affirmant qu'il n'existait aucune preuve qu'il s'agissait de manipulation, d'une manipulation des services secrets français, d'une manipulation de lobby algérophobe. Mais ici, il s'agit d'un juge. Est-ce que Olivier Christen est un responsable politique membre de l'extrême droite française? Pas du tout. Relève-t-il d'un mouvement politique anti-algérien? Pas du tout. Est-ce un polémiste? Est-ce un journaliste? Non. Il s'agit d'un juge enquêteur, d'autant plus qu'il appartient au parquet national. C'est un juge enquêteur qui, selon nos informations, a lui-même traité personnellement la facilitation d'un État étranger. Aujourd'hui, le régime Tebboune ne peut plus se dérober face à l'affaire des aides. Il doit rendre des comptes. Il doit s'expliquer.
Si Abdelmadjid Tebboune est innocent, il n'a qu'à sanctionner les responsables directement impliqués. Il n'a plus le choix, car cette affaire va le poursuivre, elle va le hanter jusqu'à la fin de ses jours. Il ne pourra pas y avoir de normalisation des relations entre l'Algérie et la France tant que l'affaire de M. DZ ne sera pas résolue. Même si demain, M. DZ retire sa plainte, les investigations judiciaires se poursuivront, car ce que le régime ne veut pas comprendre, ce n'est pas la personne de M. DZ qui importe pour la justice française. La justice française ne cautionne pas les pratiques de M. DZ, on peut ne pas être d'accord avec M. DZ, on peut dénoncer ses atteintes à la vie privée, ses violations lorsqu'il évoque les mœurs des dirigeants algériens, lorsqu'il parle de leurs femmes, de leurs épouses. On peut parfaitement être en désaccord avec lui, le critiquer, le condamner, mais le problème n'est pas M. DZ. Le problème pour la justice française ne réside pas dans le contenu des publications de M. DZ. La justice française demain, s'il y avait une plainte contre M. DZ, la justice française la traiterait. Moi, je suis réfugié politique en France. Il existe des plaintes contre moi, contre mes articles, contre mes vidéos. Je n'ai jamais été épargné par la justice française. Je n'ai bénéficié d'aucun traitement de faveur. Il y a eu des procès, j'ai été auditionné, j'ai été entendu, j'ai été jugé. Et lorsque je suis innocenté, c'est sur la base de ma bonne foi des preuves que je fournis à la justice française. En France, on n'est pas protégé lorsque l'on commet de la diffamation, du dénigrement ou des atteintes à la vie privée. On est condamné. La justice française est impartiale. Elle n'est ni du côté de M. DZ, ni du côté d'Abdelmadjid Tebboune, ni du côté de Tebboune. Elle est du côté de la vérité. Elle est du côté du droit. Abdelmadjid Tebboune aussi, s'il considérait, comme il l'a affirmé, qu'il y avait réellement une violation de sa vie privée ou une infraction de nature cybernétique, il aurait pu déposer plainte contre lui et engager une procédure de manière tout à fait normale. Mais pour la justice française, dans l'affaire des Z, le problème se situe au niveau de l'ingérence des services secrets algériens. Il se situe au niveau de cette proximité entre des cercles mafieux et des cercles sécuritaires algériens de l'implication de diplomates algériens, ayant abusé de leurs fonctions, ayant abusé de leur immunité diplomatique pour entrer en contact avec des gangsters et mettre en place une opération de terrorisme d'État. Voilà le problème pour les juges français. La France ne peut pas se permettre de laisser un État étranger organiser des actions de violence et de terreur visant d'autres ressortissants étrangers vivant sur son territoire national. Il s'agit d'une question de sécurité nationale pour la France. C'est pour cela que les autorités françaises ne pourront jamais, les juges français sont les garants de l'ordre public, de la sécurité nationale du pays. Emmanuel Macron, le Premier ministre français, le chef de la diplomatie française, peuvent trouver des compromis. Ils peuvent mettre de côté l'affaire des... Ils peuvent négocier sur de nombreux sujets. Mais les juges, eux, ne peuvent pas négocier. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une question de droit. Le droit ne se négocie pas. Un crime reste un crime. Les juges français ne peuvent pas dire « Finalement, nous allons dissimuler les preuves, nous allons classer le dossier » afin de ne pas froisser les relations algéro-françaises, afin de ne pas les compromettre. Cela est impossible, car des principes fondamentaux du droit ont été violés. Les juges français sont là pour protéger, encore une fois, la société et la communauté. Vous imaginez que si demain, la justice française ferme les yeux sur l'affaire de M. DZ, la France deviendra un terrain de jeu pour tous les criminels et les délinquants qui seraient rémunérés par des officiers algériens. L'insécurité régnera en maître, ce sera un pays passoire. Or, la France ne peut pas se permettre cela. Il n'y a pas de politique. Il faut que nos compatriotes comprennent, ce n'est pas de la politique, l'affaire des aides, ce n'est pas de l'idéologie, c'est du droit. C'est une question de droit. On ne peut pas pardonner et fermer les yeux
sur des dérives criminelles, sur l'implication d'officiels étrangers dans des pratiques et des comportements criminels, et cette affaire ira loin, l'affaire des aides ira très très loin. Il faut qu'Abdelmadjid Tebboune puisse réellement nous entendre, qu'il se remette en question, qu'il engage une enquête, qu'il demande des comptes et des bilans à tous les responsables impliqués de près ou de loin dans cette affaire. Il en va de l'intégrité morale, de l'honneur de l'Algérie, et surtout de l'avenir d'Abdelmadjid Tebboune, car l'histoire est là pour le juger. N'oublions pas que, si la justice française reconnaît l'implication d'une institution placée directement sous son autorité, il existe potentiellement d'autres instances du droit international qui pourraient se mobiliser et réclamer non seulement des explications, mais qui pourraient